Alors, là, je vais poser des jalons, enfin, mais des choses que vous savez déjà. C'est que historiquement, les femmes ont toujours été marginalisées dans le domaine politique, hein, tant au niveau de leur droit de vote que de leur éligibilité à des postes de pouvoir. Une des grandes constantes de leur histoire, c'est effectivement que, quel que soit le lieu ou la temporalité, leur accession à la citoyenneté politique s'est toujours faite via des situations conflictuelles. Ça ne s'est jamais fait naturellement ou sereinement. Après la Révolution française, le modèle de citoyenneté qui se veut universaliste, hein, il est en fait complètement basé sur le citoyen masculin et il exclut de fait les femmes. Il faut attendre plusieurs décennies avant qu'elles aient effectivement le droit de vote. Et l'un des principaux arguments qui étaient opposés à l'époque à ce droit-là, c'était le fait qu'on pensait que les femmes allaient voter soit comme leur mari, soit comme le curé. En Corse, on entend souvent dire que c'est ici que les femmes ont eu le droit de vote en premier. Alors c'est vrai et faux. C'est-à-dire que cette mesure, en fait, elle a été mise en place par les Génois. Mais le but réel, c'était de permettre à des familles dont le père était soit absent, soit décédé en ces époques troubles, de continuer à voter. Donc ce n'était pas directement un but d'émancipation des femmes. Donc malgré les nombreux progrès qui ont évidemment été réalisés depuis, les femmes aujourd'hui, elles continuent à faire face à des obstacles importants, hein, évidemment les stéréotypes de genre, la double journée de travail, le harcèlement aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait une scène assez épique, je crois que c'était à l'Assemblée nationale, où quand une femme, une élue monte à la tribune pour s'exprimer, eh bien, on entend des bruits de caquettement un peu partout dans la salle. Vous voyez, ce type de climat qui ne met effectivement pas dans de bonnes conditions pour faire son métier. Et pourtant, ce qu'on sait aujourd'hui avec le recul et toutes les études qui ont pu être faites à ce sujet, c'est que l'engagement politique des femmes, au-delà d'un idéal d'égalité, il a des implications profondes, notamment pour les politiques publiques et la gouvernance. Par exemple, leur présence dans les instances décisionnelles tend à diversifier les perspectives et à promouvoir des politiques plus inclusives et plus équitables. Donc, par exemple, il y a de nombreuses études qui le démontrent, par exemple celle de l'université de Stanford ou encore de la Banque mondiale. Eh bien, tout cela, toutes ces études, elles permettent de voir que les femmes législatrices, elles sont plus susceptibles de défendre des politiques en faveur de l'égalité des sexes, mais aussi de la santé, de l'éducation et des droits sociaux. On a aussi pu voir pendant la crise sanitaire que les pays qui étaient dirigés par des femmes ont mieux réagi que les autres. Donc, par exemple, la Nouvelle-Zélande, l'Islande, la Norvège, la Finlande. Eh bien, ces pays-là ont fait preuve d'un meilleur contrôle de la propagation du virus, ont eu une communication plus claire, donc plus de confiance de la part de leurs concitoyens, un taux de mortalité plus bas que bien d'autres pays européens, et se sont beaucoup plus appuyés sur des études scientifiques pour prendre leurs décisions. Alors, quand je dis tout ça, il ne s'agit pas de dire que les femmes sont meilleures que les hommes, rassurez-vous messieurs, ce n'est pas du tout mon propos, simplement que la socialisation spécifique des femmes produit ces effets-là. En ce qui concerne les femmes dont la politique n'est pas le métier, puisqu'il y a aussi cet aspect-là, hein, quand on parle de politique, on constate qu'en moyenne, elles sont moins politisées que les hommes, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent moins à la politique et puis surtout, elles se sentent moins légitimes pour en parler, moins compétentes. Et ça traduit très bien un stéréotype qui a la vie dure, qui est celui de le féminin, c'est la sphère privée et le masculin, c'est la sphère publique. En revanche, ce qu'on constate aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au début quand elles ont eu l'accès au vote, mais ce qui est le cas aujourd'hui, c'est qu'elles votent souvent de manière plus progressiste et elles vont moins vers les extrêmes. Les milieux militants, ils s'inscrivent un petit peu dans la suite de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les femmes, ils sont moins nombreuses, en particulier dans les partis et les syndicats, c'est-à-dire les lieux les plus politisés. Elles sont également beaucoup moins souvent que leurs homologues masculins à la tête de ces différents groupes. Mais en revanche, elles sont surreprésentées dans les associations et en particulier les associations qui ont pour thème des sujets qui sont traditionnellement associés à la féminité, comme par exemple l'enfance, le social, etc. C'est d'ailleurs, une petite parenthèse, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous le souhaitez, mais c'est d'ailleurs ce type de constat qui a poussé la femme à l'origine de la création du premier groupe féministe corse dans les années 70 à le créer, puisqu'en fait elle faisait partie d'un groupe politique et elle en avait assez en fait de constater que les femmes étaient vraiment les petites mains du mouvement, qu'elles étaient toujours dans l'ombre pour faire fonctionner, pour prendre en charge toute la logistique.
et que pendant que les messieurs tenaient les meetings politiques et avaient des discussions vraiment sur les plans d'action, etc. Donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, heureusement la situation s'est quand même améliorée, mais comme vous le savez, on est encore loin de la parité en politique. Et puis, ça fait plusieurs années que les droits des femmes en général sont en recul. On l'a vu avec l'IVG notamment. C'est pour ça que des initiatives telles que ce projet européen sont particulièrement importantes, puisqu'il a pour vocation première de diffuser les notions d'égalité femmes-hommes. À ce titre, j'en profite pour remercier à nouveau les intervenantes qui nous font le plaisir d'être là, et puis chacun et chacune d'entre vous. Pour conclure cette mise en perspective, je voulais simplement ajouter, puisque c'est très d'actualité, que demain nous votons pour élire les eurodéputés. Et sur les 17 listes papier que vous avez sans doute reçues, il n'y en a que 4 qui évoquent des thématiques relatives aux femmes. Et sur ces 4, il n'y en a que 2 qui parlent d'autre chose que justement de l'IVG. Voilà, ça je pense que déjà ça donne pas mal à réfléchir. Maintenant, je vous en prie, qui veut prendre la suite pour nous parler un peu de son expérience, justement, s'il y a des choses qui vous ont parlé, qui font écho à votre expérience ou complètement autre chose, justement. C'est dans l'ordre, c'est ça? Comme vous voulez. Alors d'abord, moi je voudrais remercier Sébastien Queneau pour l'invitation. Ça m'a permis de découvrir une partie de Nonze que je ne connaissais pas. Ça c'est pour l'anecdote et surtout de découvrir le projet européen, comme vous l'avez présenté, qui je pense est d'une importance particulière en ces temps politiques difficiles sur les droits des individus, les droits des femmes et en Europe en tout cas. D'abord, le contexte dans lequel on se parle, c'est qu'en même temps sur la planète, il y a des pays comme le nôtre ou des régions du monde comme l'Europe très progressistes et malheureusement, tragiquement, en même temps, il y a un régime taliban en Afghanistan qui empêche les femmes d'aller à l'école. Donc, on a vraiment les deux extrêmes. Et on pensait, peut-être naïvement, que ces choses-là ne pourraient plus arriver, mais quelquefois on est vraiment très naïf et on a du mal à se mémoriser que l'histoire n'est pas la même partout et que les évolutions politiques et progressistes ne sont pas les mêmes partout. Donc le combat, c'est un combat universel et dans le temps qui ne s'arrêtera jamais. Je veux passer la parole après à mes collègues. Pour moi, en tout cas, l'engagement politique, c'est un engagement d'abord, je pense, comme chacun d'entre nous, de citoyens, certainement, qui pensent que la chose publique est importante si on veut changer la société. Après, principalement, un engagement militant, puisque, je veux dire, comme d'autres ici autour de cette table, je fais partie de la famille dite nationaliste corse, même si le mot nationaliste n'a pas la même définition ici qu'en France, puisque en France, c'est plutôt l'extrême droite qui est nationaliste. Donc il faut quand même le souligner, le dire, on ne sait jamais, parce que des fois les mots peuvent être mal interprétés. Après, je crois que comme chacun d'entre nous, peut-être notre histoire particulière fait que nous avons pris un chemin et pas un autre. Moi, personnellement, je suis un petit peu née dedans familialement, puisque j'ai été intéressée naturellement, familialement, par la chose publique. D'abord par mon grand-père, au Niol, et puis par mon père, qui était élu pendant 3 mandats, je crois, pour la municipalité de Lourdes. Je suis aujourd'hui à l'Assemblée de Corse avec notre collègue Josepha, et je suis depuis 2020 maire d'une petite commune du Cap, qui est la commune de Lourdes, de l'autre côté. Et l'engagement politique, c'est vraiment un engagement de citoyen avec une idéologie qui est la nôtre, dans notre famille politique, mais c'était vraiment un engagement de changer la société, de l'améliorer, et de permettre, bien entendu, pour la Corse, puisque nous sommes ici à essayer de changer la société et de donner des solutions politiques pour l'évolution de notre pays. On est dans l'évolution du statut aujourd'hui. Mais c'est vraiment un engagement citoyen. Et moi, je dis toujours aux gens, écoutez, plutôt que de critiquer les élus, engagez-vous dans la vie publique. Faites un mandat local ou un mandat autre, et puis après, vous verrez les difficultés et les joies aussi du mandat. Et je définirais vraiment ça comme quelque chose de presque d'obligatoire pour tout le monde, parce que servir les autres, servir son pays, servir sa commune ou son village, c'est une des plus belles choses qui puissent exister. Et je pense que c'est presque un devoir.
Voilà, en quelques mots, après je reprendrai la parole, je passe à ma collègue. Merci. Donc, Maria Guidicelli, moi, j'ai un parcours politique. Bon, je vous en dirai deux mots rapidement. C'est pas tant ça qui me semble important de relever. J'ai bien entendu votre contextualisation et j'ai bien entendu aussi que lorsque les femmes s'engagent, elles s'engagent sur des choses qui leur semblent les choses principales, élémentaires de la vie quotidienne. Alors, bien sûr, avec des grandes batailles, hein, on peut parler, bien sûr, de l'IVG, mais tout près de nous, c'est comment les femmes arrivent à concilier leur vie de mère et leur vie professionnelle, et puis l'engagement qu'elles peuvent avoir les unes et les autres dans leur contexte de vie. Alors moi, aussi bizarrement que ça puisse paraître, je n'ai jamais eu le sentiment de faire de la politique. Ça va vous paraître un peu surprenant ce que je vais vous dire parce qu'on parle des femmes engagées en politique. Pourquoi? Peut-être parce que, si vous voulez, je considère que ce qui est important dans ma vie, finalement, pour mon propre épanouissement, c'est assez égoïste ce que je vais vous dire là, eh bien, c'est le sentiment d'être utile et d'agir. Être utile et agir. Donc, être utile et agir, on peut le faire lorsqu'on est une femme, finalement, dans des circonstances diverses et variées. On peut le faire dans sa vie professionnelle, mais on peut le faire dans sa vie citoyenne, comme tu le disais, Anne-Laure. On peut le faire également dans sa vie sociale. Et au final, ce dont il me semble, nous ne devons pas douter les unes et les autres, c'est que dès lors qu'on a une volonté, une motivation, dès lors que l'on croit en un chemin à emprunter, on a notre place. Alors, je le dis un peu, alors c'est vrai qu'on n'est pas au bout du chemin hein, sur la manière dont les femmes sont accueillies, acceptées, valorisées, notamment en politique. Mais moi, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de faire fi de tout ça, peu importe. On n'est pas reconnu, on n'est pas valorisé, on n'est pas finalement on ne nous considère pas de façon à l'égal des hommes, il faut bien le dire, sauf lorsqu'on fait nos preuves très concrètes. Et moi, je pense que c'est ça qui prime sur tout le reste. Alors après, faire ses preuves, c'est agir. Agir, c'est arriver à se situer dans un contexte. Moi, ce qui me permet effectivement de me sentir bien et à l'aise, c'est de me dire, moi, je suis là en Corse et c'est pour la Corse que je veux agir. C'est pour ça que la démarche dite partisane, idéologique pure, finalement, pour moi, en tout cas, elle passe au second plan. Je ne la considère pas comme le préalable à l'engagement. Par contre, l'action, alors avec des valeurs, bien sûr. Les valeurs, si je vous dis que ma profession, c'est d'être assistante sociale, ça ne va pas vous surprendre, évidemment. Mais être assistante sociale et simplement assister, c'est pas ça l'idée. Par contre, se dire que si tous ensemble, on veut promouvoir l'individu, eh bien, il faut forcément agir sur son contexte de vie. Alors là, on a une autre approche. Et moi, c'est celle-là qui m'a toujours plu. Et c'est comme ça que finalement, alors, j'avais pas des parents engagés en politique. Alors, je suis petite fille d'un grand-père polonais communiste. Donc voilà. Et je suis fille et petite fille d'un grand-père bonapartiste. Alors autant vous dire qu'entre les deux, je me suis fait j'ai fait mon propre chemin. Et pour autant, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment milité. Par contre, j'ai eu envie d'agir là où je pouvais, là où je me trouvais à un tout petit niveau. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai finalement assumé des responsabilités, y compris à l'exécutif de Corse, sur des dossiers lourds et importants. Mais finalement, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est comment on peut travailler tous ensemble. Alors, moi, j'ai travaillé avec Josépha quand on était sur le dossier sensible du PADUC. Et si je l'ai peut-être pas trop mal guidé, ce dossier, c'est parce que quelque part, je me suis dit que ça n'appartient à personne, que c'est
ça va bien au-delà des partis et que si on veut agir, eh ben alors il faut qu'on se mette ensemble pour être les uns et les autres. On a des atouts, en effet, on a des capacités, les femmes comme les hommes. Et c'est comme ça, je pense qu'en dépassant cette idée de parti et de pouvoir surtout, que l'on peut agir. Et du coup, moi, je vous dirais simplement que, pour conclure rapidement, pour moi, l'action, elle est primordiale. Agir d'abord, peu importe où, à tout petit niveau. D'ailleurs, demain, je me recentrerai sur mon petit village de Mérouzaille et c'est là que j'agirai, si Dieu veut, aux échéances futures. Voilà, je me recentre, je reviens chez moi et j'agis. Mais l'action, c'est primordial. L'action au service des valeurs et de ce que l'on veut pour notre société. Et j'ai envie de dire, et in fine, le mandat, la responsabilité, entre guillemets, le pouvoir, c'est accessoire, secondaire et au final, voilà, tout ça n'est que peut-être à un moment donné une conséquence, mais pas plus que ça. Et c'est comme ça que je conçois, moi, l'action politique. Voilà ce que je peux vous dire rapidement. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a eu un préambule qui a été posé et qui nous rappelle aussi d'où viennent les combats, le combat pour le droit des femmes, la question des combats en général viennent souvent de loin et sont sans cesse à recommencer. Pourquoi je dis ça de manière générale? Parce que dans mon engagement propre, dans mon engagement politique, j'étais en train de me poser la question lorsque celles qui m'ont précédée retraçaient un petit peu leur parcours. Je me posais la question de me dire quand est-ce que l'engagement a commencé. Finalement, je ne saurais pas vous donner un temps précis dans le sens où l'engagement public, oui, je pourrais le dater. L'engagement tout court, c'est autre chose. J'ai effectivement un parcours qui fait que j'ai grandi dans une famille de militants nationalistes, qui étaient ce que l'on appelle les militants de base. Ils n'ont jamais eu leur nom sur des listes, ils n'ont jamais été élus, ils n'ont jamais été sur le devant de la scène. Ils étaient de ces militants qui peuplent les manifestations et qui peuplent aussi le quotidien. Voilà, l'engagement quotidien, l'engagement militant, le sens de la conviction d'être. Voilà, ça, ils me l'ont modestement inculqué au quotidien, en me faisant découvrir, en me faisant parler ma langue, mon histoire, l'histoire de la Corse. Ces questions-là, elles m'ont imprégné de cette façon-là et en toute simplicité, parce que c'était des gens très simples et qui faisaient pas de grands discours politiques avec de grandes éloquences, mais qui savaient, comme beaucoup d'autres, dire aussi l'essentiel. Et le fait d'être une femme, parce que je l'ai lié un peu, de la même façon de me dire, est-ce que moi, à un moment donné, ça a été déterminant, ça a été un critère pertinent, ça a été un critère où j'ai ressenti quelque chose. Pendant très longtemps, pour ma part, j'ai eu la chance peut-être aussi d'être entourée de membres de ma famille, d'amis, qui ne considéraient pas qu'une femme avait moins le droit soit de s'exprimer, soit de pouvoir s'engager, soit d'être tout simplement ce qu'elle avait envie d'être, pas simplement dans l'engagement politique. Et c'est un avantage pour sa vie, je dirais, personnelle, pour ma vie personnelle, mais ça peut être aussi un inconvénient parce qu'on a tendance peut-être à oublier justement que ça ne va pas autant sans dire, ça n'est pas autant évident. Et que parfois, moi je n'ai jamais ressenti de discrimination, ni dans un hémicycle, en tout cas pas pour ces raisons-là. Voilà. Je l'ai ressenti pour d'autres raisons, et je l'ai vécu d'ailleurs pour d'autres raisons dans un hémicycle, mais pas parce que j'étais une femme. J'ai jamais ressenti une autre façon d'être regardée. Peut-être pas en frontal, mais j'ai tendance à dire,
et je rejoins Maria là-dessus, que si certains considèrent que nous pouvons avoir moins de choses à dire, ou que certains considèrent encore que peut-être nous avons moins notre place, c'est à eux de régler ce problème-là. Ça ne nous regarde pas. Je veux dire, nous, moi je pense qu'une femme, si elle a envie de s'engager, si elle a envie de prendre la parole, si elle a envie, quel que soit l'engagement, je le répète encore, ben elle doit le faire et pas regarder à un moment donné ce qu'on pourra bien penser d'elle ou tenter de déchiffrer ce qui pourrait bien être un regard un peu discriminant et discriminatoire. Donc moi peut-être que je me le suis jamais posé parce que ça ne m'a jamais intéressée. Voilà. Moi, j'étais engagée, je dis ce que j'ai à dire. Alors, aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode le message que nous portons, je dirais, quand on est membre de la lutte de libération nationale, parce que l'on est nationaliste corse. Il y a eu un moment où ça l'était moins. Donc, je pense que le discours que nous avons apporté, le message que nous avons à délivrer, moi, j'ai toujours mis plus l'accent là-dessus. Et il est vrai, toujours en ayant le souci de savoir pourquoi j'y étais, pourquoi j'étais engagée, pourquoi je décidais d'être en politique, pourquoi je m'engageais. Et vous avez rappelé que bien souvent, les femmes se positionnent plus sur certains sujets, ont un œil peut-être beaucoup plus averti sur certains sujets. Je dirais oui, en effet, mais je dirais que il ne faut pas, parce que ça, parfois, ça peut être cette tendance, nous cantonner à ces sujets-là. Je pense qu'on parle de tout et on peut le faire avec une approche un petit peu complexe et qui peut être intéressante, qui n'est pas mieux, vous l'avez dit, hein. On n'est pas mieux que les hommes. On a une autre façon de penser. On a une façon de penser parfois plus complexe, peut-être parfois, où la façon de gérer la complexité, en tout cas, elle est différente, et que peut-être ça donne une approche différente. Donc, c'est vrai que mon engagement, moi, j'ai été très jeune, à 16 ans dans la Sociedad Gorti, puis dans la Gioventù Indipendentista, dans les syndicats étudiants, puis Benjamin à l'Assemblée de Corse, où sous la mandature qu'évoquait Maria, nous avons eu à travailler. On m'a fait confiance et on m'a confié un sujet complexe qui était celui du PADUC pour le groupe que je représentais. Donc c'est vrai que j'ai cette construction-là, la femme, le fait que je sois une femme, ça a été une des composantes de mon identité tout entière. Voilà. Je ne l'ai pas plus fait valoir que d'autres composantes de mon identité. En revanche, je suis tout ça, y compris une femme. Donc, et je pense que ce qui est important, et je rejoins ce qui a été dit avant moi, c'est véritablement cette notion-là d'engagement, de volonté de faire, de volonté d'agir, de volonté de se mettre en avant, pas pour soi-même, mais pour porter ce qu'on a à défendre. Et je crois qu'aujourd'hui en Corse, on a de grands défis qui sont devant nous, de grands challenges, des missions à relever. Et je sais qu'il y a beaucoup, pour en fréquenter quelques-unes, de jeunes femmes, de jeunes filles et aussi quelques jeunes hommes qui ont envie de franchir le pas. Moi, je dirais qu'il faut s'engager et qu'il faut toujours, à l'échelle que l'on choisit, à l'échelle qui est la nôtre, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit associative, dans le social, qu'elle soit dans les droits humains, dans le droit des enfants, dans l'économie. Je crois que la notion clé, c'est la notion d'engagement. Et Penso Gorti Gaudi ne ha più che più bisogno. Dunque, donne e uomini, indiatevi. Merci. Alors, Marianne Pierre, moi, je ne suis pas une militante politique. Je suis venue, je dirais, à la politique
par ma profession. Je suis notaire et j'ai vu la difficulté foncière, l'accession à la propriété, le problème de l'indivision qui gangrène la Corse. Et en 2015, j'ai travaillé avec Camille de Rocazère. On a élaboré une loi pour la Corse, qui est la loi du 6 mars 2017 sur le désordre foncier. C'est ce qui m'a amené à m'engager en politique, mais au service de tous. C'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment, si vous voulez, moi je travaille avec tout le monde. Malgré, je dirais, mon sentiment politique. Je ne suis pas quelqu'un, je ne me mets pas de barrière. Je peux travailler demain avec Josépha sur un thème sur le foncier, sur la réhabilitation d'un bien. Et c'est vraiment cet engagement-là que j'ai. Même si, dans ma famille, j'ai eu un oncle qui était maire et sénateur de Champigny, communiste. J'ai eu un oncle qui était maire de Pietroz, qui était de droite. Et j'ai eu mon père qui était engagé également en politique sur Ghisonaccia. Et j'ai mon cousin Jean-Guy Talamogne, qui était président de l'Assemblée de Corse. Donc j'ai vraiment, si vous voulez, autour de moi, des gens qui ont un véritable engagement militant. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis là pour servir, et pour servir les Corses et la Corse. Pour sortir, je dirais, les Corses de ce problème d'accession à la propriété, de cette pauvreté dans laquelle ils se trouvent, les aider. Et c'est ce que je fais au quotidien, ce que je fais au quotidien dans mon travail, mais ce que je fais au quotidien à l'Assemblée de Corse. Chaque fois que j'interviens à l'Assemblée de Corse, j'interviens sur mon cœur d'expertise. Je ne vais pas aller sur des matières dont je ne maîtrise pas la chose. Donc j'essaie chaque fois, si vous voulez, et c'est comme ça que c'est perçu, d'apporter cette expertise pour qu'on puisse avancer, pour que la Corse demain elle puisse se développer sereinement et que nos jeunes Corses et les moins jeunes puissent se loger, régler leur succession au mieux sans que ce soit confiscatoire. Donc c'est tout cet accompagnement-là que je fais tous les jours chez moi au quotidien et que je fais dans le cadre de mon mandat. Mais une fois de plus, je ne suis pas une militante, je t'envie. Cet engagement, cette foi, je dirais, bon, mais j'ai la foi pour ma terre aussi, pour ces belles pierres. Et je me dis, demain, faire revivre ça, mais c'est merveilleux, parce que ça a une histoire. Et quelque part, mais quand on fait certaines choses pour que ça avance, eh bien, on a une certaine fierté, pardon de le dire, qu'on a participé à un petit niveau à faire avancer les choses. Voilà, merci. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais effectivement, une des principales difficultés que rencontrent les femmes, notamment en politique, mais évidemment pas que, même de manière générale, c'est arriver à gérer à la fois leur emploi et, en parallèle, leur carrière. Évidemment, c'est une difficulté plus importante pour les femmes, on le sait très bien, ça aussi. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire, et je suis désolée de vous poser cette question, qu'on ne pose qu'aux femmes d'ailleurs, mais bon, c'est bien parce que derrière, il y a une réalité sociologique. Comment est-ce que vous avez fait de votre côté pour arriver à gérer tous ces aspects-là? Et on sait qu'il n'y a pas de recette miracle, à quel point c'est compliqué, mais comment est-ce que vous avez fait? Et comment faites-vous encore d'ailleurs? Moi, je crois qu'il manque un statut de l'élu. Parce que moi, personnellement, je travaille. Je suis conseillère pédagogique dans l'éducation nationale, dans le premier degré. J'arrive à adapter mon emploi du temps. Mais je crois à mon avis, il est urgent de faire des lois pour un statut de l'élu. Alors, je ne sais pas si dans d'autres pays européens ça existe. Je pense que oui. Mais vous savez, autrefois, il y avait le pouvoir censitaire. C'est-à-dire, c'était ceux qui avaient de l'argent qui pouvaient se présenter, être élus, être candidats et être élus. Aujourd'hui, heureusement, depuis je ne sais plus quelle année exactement, 1800 et quelques peut-être, ou 1900, je n'ai pas en tête l'année. Donc, il n'y a plus de pouvoir censitaire, c'est pour ça que les élus ont des indemnités, de façon à ce que, quel que soit votre métier, quelle que soit la profession que vous exercez, ou la profession que vous n'exercez pas, eh bien, le travail que vous allez effectuer dans votre engagement, dans votre mandat, vaut une indemnité qui vous permet effectivement de vivre aussi. Ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Et aujourd'hui, on voit très bien, en tout cas en France et en Corse, ailleurs en Europe, si ça existe, je vais m'y intéresser, on voit très bien qu'il y a
dans la pluralité de la société, des métiers qui ne sont pas représentés. Parce que c'est très difficile. Et on voit très bien aussi qu'on est plutôt globalement dans des catégories sociales, on va dire favorisées quand même, entre guillemets. Voilà. Donc c'est vrai que même si historiquement on a le Parti communiste qui, de par le fait de aider les ouvriers par des cours du soir et par l'engagement et l'historique politique a fait monter, a permis à certaines classes sociales de la société d'être représentées. Voilà, moi je crois que ça c'est important, ça c'est un premier bien important, c'est un premier élément important. Alors personnellement j'aimerais qu'on s'y penche, mais ce n'est pas à notre niveau effectivement, parce qu'il faut absolument que chacun puisse s'engager pour l'autre. Et comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, l'engagement politique c'est un engagement pour l'autre, c'est l'engagement dans la vie publique. C'est pas la politique politicienne ou je ne sais quoi. C'est essayer de donner de son temps parce qu'on a une appétence à ça, ou parce qu'on a une envie de ça, de faire évoluer les lois, les règlements et tout ce qui gère, tout ce qui fait notre quotidien. Et très souvent, les gens ne se rendent pas compte que leur quotidien est géré par des règlements et par des lois, justement, et que ces lois, elles ont évolué. Juste parce que tout à l'heure, je l'ai moins dit que mes collègues, je crois que dans la société dans laquelle nous vivons, il ne faut jamais oublier le combat pour le droit des femmes, même si moi, comme d'autres ici, je n'ai jamais ressenti d'animosité de la part de mes collègues hommes par rapport à ce statut de femme. Alors peut-être qu'ailleurs, oui, mais peut-être qu'on est finalement dans des mouvements politiques très progressistes. Peut-être qu'il y a 50 ans, ce n'était pas le cas non plus. Voilà, peut-être que la classe politique corse a aussi, je pense, évolué. Et puis, bien entendu, il ne faut pas se mentir, ce sont les lois qui ont fait qu'il y a la parité. Et s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de parité encore aujourd'hui. Voilà, quelques mots, je passe le micro parce que je ne vais pas quand même parler tout le temps. Non, moi rapidement, concrètement, comment je m'en suis sortie? Parce que j'ai vécu quelques années, pas beaucoup, 5, quand j'avais des gros dossiers, où en effet, vous dites à votre conjoint et à vos enfants, les vacances de neige, demain on part pas. Enfin, moi je pars pas. Ça s'est passé réellement, hein. Donc très concrètement, la famille est là. Moi, si j'avais pas été soutenue par mes filles et par mon mari qui ne sont vraiment pas, engagés ni les uns ni les autres, mais qui ont vraiment vu que cet engagement, il était pour moi tellement naturel et viscéral, je pense que je m'en serais difficilement sortie. Donc là, c'est une affaire de famille, hein. Tout le monde y a mis... je ne vous parle pas de ma mère qui, du haut de ses 88 ans, est celle qui est la plus, je dirais, ravie de voir que quelque part, on peut s'engager. Donc voilà. Après, j'ai travaillé, hein, j'ai jamais arrêté de bosser parce qu'encore une fois, voilà, si la politique était réservée uniquement à des rentiers, voilà, ça restreindrait drôlement le champ d'action. Bon, moi, c'est pas mon cas. Donc, j'ai toujours bossé. Eh ben, écoutez, ça donnait, je travaille de 5 à 7 à la maison sur mes dossiers dits politiques. Je pars au bureau. À 5 heures, je reprends mon truc et je rentre chez moi à 22 heures ou 21 heures selon... ça a duré 5 ans, ce rythme-là, hein. Je vous mentirais si je vous disais que c'était plus. C'est vrai, mais c'est éreintant. Voilà. Et ça, je crois que quand même, il faut le dire, avec des enfants, parce qu'on est une maman aussi et que... voilà. Mais encore une fois, tout ça, ça s'est passé parce que j'avais autour de moi un environnement familial plus que bienveillant et soutenant, hein. Voilà. Oui, Alors, toi, j'ai Rebecca, connu. qui est si jeune, qui est si engagée. Alors, j'ai connu des rythmes différents, bien évidemment, puisque j'ai eu à occuper des fonctions différentes. Mais c'est vrai que pour avoir occupé, je dirais, les mêmes fonctions que Maria, donc conseillère exécutive de 2015 à 2021, c'est... moi aussi, j'ai été soutenue en famille par mon mari, je dois le dire, parce que c'est très important, parce que on est même, moi, je suis même encouragée, donc du coup, voilà, à l'engagement, donc c'est aussi important. Il y a un environnement familial aussi qui est
qui est déterminant, hein. Et être soutenu par les siens, je pense, quel que soit ce que vous faites. Voilà, quand on est soutenu par les siens, c'est toujours très très important. Et puis ensuite, il y a aussi le travail, hein. Voilà, hein, travailler, trouver des moments. Si vous choisissez de vous engager, il y a quelque chose qui est important dans la fonction d'élu, c'est qu'à un moment donné, vous devez aussi rendre compte de votre action. Je crois que donc, dans la façon de rendre compte, c'est aussi fournir du travail. C'est vrai qu'il faut faire évoluer la question du statut de l'élu. Il faut vraiment devoir toujours rendre des comptes, parce que ça c'est normal, hein. Vous briguez un mandat, vous devez montrer que vous vous engagez. Et si vous n'avez pas, parce que parfois les résultats ne sont pas à la hauteur de ceux que vous escomptez, mais vous avez au moins une obligation de moyens, hein. Ça, c'est l'obligation au moins d'avoir tout tenté pour pouvoir le mettre en œuvre. Ça, c'est la base, et ça, c'est pour que ce soit un homme ou une femme. Mais c'est vrai que la vie professionnelle, il y a eu un moment où elle a été un peu mise de côté. Donc j'ai pris quelques retards, je dirais, dans la poursuite de ma vie professionnelle. Et il y a des choses que j'ai repris ensuite, parce que la fonction de conseillère exécutive, pour moi, pendant 6 ans, j'étais à la culture, au patrimoine et à l'éducation, c'était 7 sur 7, parce que c'était un engagement aussi, une volonté d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les acteurs culturels, d'aller les voir, de comprendre leur travail. Et puis il y avait toutes les obligations. Donc ça, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances, parce que l'actualité peut vous rappeler, parce que vous pouvez être... vous pouvez pas dire moi je suis pas dispo, j'ai pas le temps, parce que quand vous allez chercher des voix, vous allez les chercher, les gens. Donc ensuite il faut être là pour remplir le contrat, et puis pour ce en quoi vous croyez aussi. Je veux dire, à un moment donné, ça en fait partie. Alors est-ce que c'est toujours facile? Non, parce qu'il y a forcément des choses que vous mettez entre parenthèses. Et peut-être que quand vous êtes une femme, il y a plus de choses, peut-être, c'est peut-être le cas. Quoique je connais certains hommes qui ont mis beaucoup de choses entre parenthèses, malheureusement. Mais c'est une part de votre vie professionnelle qui peut être en pâtit à un moment donné, parce que vous mettez un peu de côté, et que donc, dans votre vie professionnelle, vous n'évoluez pas comme vous auriez pu cheminer si vous n'aviez pas été engagé en politique. Parce que moi, je me suis engagée très jeune. Donc du coup, j'ai tiré le frein sur d'autres choses dans ma vie, parce que mon choix, il a été là. Par contre, c'est zéro regret. Voilà. Mais en revanche, parce que c'est un accomplissement aussi, c'est un accomplissement pour ce que vous faites. Voilà. Et qui, à un moment donné, doit vous dépasser. Le jour où ça vous pèse trop, le jour où ça devient trop difficile, le jour où vous n'avez plus l'énergie, et que il faut mettre votre expérience autrement. Il faut passer la main, parce qu'il y a d'autres façons de s'engager que d'être élu. Donc il faut passer la main et faire profiter de votre expérience. Mais c'est vrai que ça demande à mettre un peu, parfois, sa vie privée, sa vie professionnelle, son parcours professionnel, qui est un peu plus chaotique que peut-être que d'autres parcours. En tout cas, moi, le mien, c'est comme ça. Voilà, je me retrouve à de nouveau reprendre des travaux de thèse à bientôt à 40 ans. Donc bon, j'ai repris à 38 ans. Donc des choses que j'avais abandonnées, mais ça fait partie de la vie. Et puis peut-être qu'on y vient avec une autre expérience, avec un autre regard, et avec une autre volonté. Bien. Alors moi, j'ai un mari qui a eu des engagements très forts dans l'agriculture, et je l'ai accompagné, et il a très bien compris quand j'ai décidé de m'engager en politique et de briguer ce mandat à la région. Donc si vous voulez, je pense que dans un couple, c'est un binôme. Chacun fait sa part. C'est vrai que des fois, c'est des sacrifices. C'est au détriment peut-être des moments de plaisir, de vacances. Des fois, il y a des petits reproches là-dessus, mais bon, on se comprend. Mais c'est un chemin qu'on doit mener à deux. Je pense que dans un couple, on ne peut pas partir comme ça, surtout quand on est une femme et qu'on a une profession à côté,
et oublier l'autre. C'est vraiment un chemin qu'on doit mener à deux et avec Jean-Marc, on le mène à deux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous donne l'expérience du mari. Elle est très importante. L'expérience du mari. Ben, c'est vrai que bon, je souscris pleinement à ce que dit mon épouse, mais bon, moi j'ai eu un engagement avant elle. Et j'ai eu un engagement, j'ai été élu, j'ai été président de la Chambre d'agriculture pendant une dizaine d'années, j'avais eu d'autres mandats avant. Et c'est vrai que ça aussi, c'était une mission qui m'a fait mettre de côté un peu mes activités professionnelles. Et donc, elle l'a subi dans un premier temps, puisque ce que disait Josépha, je l'ai vécu de la même manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de jour de congé. Il peut y avoir le matin, quand on se réveille, une occupation de la DTTM ou un truc, il faut y aller. Et voilà. Donc, et là-dessus, lorsque Annette a eu envie, je pense que pendant longtemps, je pense qu'elle a médité à ça, mais à un moment donné, elle a eu envie d'être utile parce qu'il y avait effectivement un secteur d'activité de sa compétence qu'elle estimait ou peu ou pas rempli ou mal rempli et qu'elle avait envie effectivement de pouvoir apporter quelque chose. Bon, moi, j'ai trouvé naturel, hein, c'était quand même la moindre des choses, de renvoyer l'ascenseur. Hein, mais à ce moment-là, on a été deux à un moment donné en activité, et c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que Josépha m'a déjà croisé dans les supermarchés, c'est moi qui faisais les courses et qui faisais la cuisine le soir, quand même. Hein, tu te rappelles. Bon, donc, oui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut absolument qu'il y ait une connexion et puis que les deux aient envie d'avancer et que l'un et l'autre trouvent que ce que fait l'autre est utile parce que sinon on se dit à quoi ça rime, on a l'impression un peu de tourner en rond. Non, là je pense que moi depuis j'ai levé le pied et elle a continué son activité et je trouve très bien. Si je devais dire quelque chose aujourd'hui, si elle devait lâcher quelque chose, même au niveau de sa passion, il vaudrait mieux qu'elle abandonne un peu le métier de notaire hein, plutôt que celui d'élu, parce que je trouve qu'il est plus utile au commun, et je crois que c'est plus ce qu'elle a envie de faire aujourd'hui. Donc après, le fait d'être une femme, moi je le ressens... Je le ressens plus aujourd'hui comme un avantage. Moi, j'ai vu dans ma vie professionnelle, j'ai vu dans ma vie d'élu, j'ai vu dans ma vie de terrain. Les femmes, déjà, elles sont plus modérées. Il n'y a pas, surtout dans une société comme la nôtre, comme la société corse, qui est une société assez difficile, assez dure, assez violente. Moi, je me suis occupé longtemps du milieu agricole. C'est pas le plus tendre, hein, quand même. Mais les femmes qui sont à l'intérieur, elles ont un regard qui est plus apaisé, qui est la plupart du temps recherchent les compromis, recherchent un certain nombre de choses. Et je pense que c'est très utile, très 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 utile de les avoir, et de les avoir comme leader parfois c'est encore mieux. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Alors j'en pose peut-être une dernière. La toute dernière, ça serait quel message vous transmettriez aujourd'hui à des jeunes femmes qui hésiteraient à s'engager en politique? J'ai bien dit des jeunes femmes. Mais moi, en entendant mes collègues et en entendant Jean-Marc, justement, je veux dire, on voit aujourd'hui que la moitié de la société sont des femmes, l'autre moitié sont des hommes. La représentation d'une assemblée politique, ça représente l'ensemble de la société, au niveau des sexes et au niveau aussi des métiers, des couches sociales. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a un blocage quand même, et que c'est par les lois qu'on arrive à avoir un équilibre. Et que malheureusement, cet équilibre, il est fragile, mais qu'il faut absolument que la société évolue, qu'on ait un statut de l'élu pour que tout le monde puisse financièrement s'engager en politique. Et si j'avais quelque chose à dire aux jeunes femmes, comme aux jeunes garçons d'ailleurs, mais la thématique c'est les femmes bien entendu, c'est engagez-vous. Engagez-vous dans la vie publique, sinon les autres vont le faire pour vous. Prenez vos responsabilités, sinon les autres vont les prendre pour vous. Soyez acteurs du changement de la société dans laquelle vous vivez. Et pour les femmes, continuez à vous battre pour les droits des femmes qui sont
pas très vieux quand même. Hein. Le droit de vote en France, c'est pas très vieux. Vous l'avez parlé de Pascal Paoli tout à l'heure. Les choses peuvent aujourd'hui disparaître. On est dans un moment, demain il y a des élections européennes avec des mouvements extrémistes en Europe qui deviennent de plus en plus importants. On sait le fondement des mouvements extrémistes de droite, on le connaît, on connaît l'histoire elle est là. Donc si j'avais quelque chose à dire aux jeunes femmes, c'est continuer à vous engager. Faites comme vos grands-mères, vos arrière-grand-mères qui ne se sont pas engagées en politique, mais qui étaient des femmes fortes, particulièrement les femmes corses, qui se sont engagées aussi dans la société, même si elles étaient invisibles. Aujourd'hui, les femmes deviennent visibles, tant mieux, et continuez à transmettre ce que vous avez reçu. Je leur dirai ça. Alors moi, je vais dire, soyez vous-même. Vous êtes légitime dès lors que vous le décidez. Et on a besoin de vous, voilà. Alors, aux jeunes femmes, qu'elles n'hésitent pas un seul instant si elles souhaitent s'engager, et surtout, parce qu'on a parlé des lois sur la parité, etc., surtout ne pas attendre qu'on vous donne une place, parce que c'est alors considéré que c'est à l'autre de vous la donner. Prenez votre place. La place, c'est la vôtre. Vous avez effectivement la légitimité pour la prendre. Et n'attendez pas qu'on vous la donne. Prenez-la. Prenez la place que vous avez envie d'occuper dans la société. Engagez-vous. Moi, je dirais, engagez-vous pour la Corse. ça me tient à cœur. Et évidemment, mais engagez-vous. Soyez toujours effectivement vous-même. Vous n'aurez jamais d'hésitation si vous êtes en accord avec vos idées, avec ce en quoi vous croyez, ce que vous pensez être légitime, ce pourquoi vous engagerez, et ne jamais hésiter, et surtout ne jamais hésiter parce que l'on est une femme. Si l'idée traversait la tête des jeunes filles aujourd'hui ou d'une jeune femme aujourd'hui de se mettre ses propres barrières, ça serait la pire erreur. Non, l'engagement, il doit être le même pour toutes. Alors, je finirai comme j'ai commencé ma première question. India Devi, India Devi, India Devi. Alors moi, je pensais à une chose, je pensais en fait à nos grands-mères qui travaillaient autant que les hommes. C'est des femmes fortes. Moi, je me rappelle ma grand-mère. Elle conduisait le troupeau, elle faisait la traite, elle faisait le fromage. Donc c'était vraiment un engagement fort, c'est des femmes fortes. Donc il faut que cette jeunesse aujourd'hui, qu'elle s'engage, que ces femmes, elles n'hésitent pas, qu'elles portent la parole des femmes et des hommes également, parce qu'on est là pour, je dirais, parler pour tout le monde. Voilà, donc engagez-vous. C'est possible. Merci beaucoup à toutes. Merci. Alors, il y a l'engagement politique, on va dire, l'engagement politique, on va dire, politicien. Et là, on va passer à un engagement politique, parce que la politique, c'est la vie dans la cité. La vie dans la cité, mais dans tous les champs de la cité. D'accord ? Donc là, j'ai demandé à Davia Benedetti, donc en fait, on fait un lien entre votre engagement politicien, et puis un engagement dans la culture corse. Alors, j'ai demandé à Davia d'intervenir sur l'ouvrage collectif qu'elle a fait sur les pratiques magico-religieuses dans la Méditerranée. Donc, et puis ensuite, on va passer à l'Expo. Je voudrais remercier Julie pour l'intérêt qu'elle a pour cet ouvrage collectif que j'ai co-dirigé et pas écrit entièrement en réalité avec mon collègue et ami qui s'appelle Fabien Landron.
Donc, et puis j'ai été très heureuse de me rendre compte que cet événement est inscrit donc dans un événement que porte Sébastien à l'Université de Corse, puisque nous travaillons dans le même laboratoire qui est l'UMR LISA de l'Université de Corse avec Josépha, Sébastien et bien d'autres. Donc voilà, et Baptiste maintenant, oui. Voilà, je vais garder mon papier parce que comme ça je dirai des choses plus intéressantes avec mon papier. Voilà, donc mes remerciements étant faits, je voudrais vous parler du livre. Alors, ce n'est pas une conférence sur les pratiques magico-religieuses parce que je ne me considère pas spécialiste du magico-religieux. On a 24 contributeurs qui ont travaillé sur cette question dans le livre et qui parlent de manière très fine des rituels, etc. Pour ma part, il s'agit de vous présenter en réalité quel est le rôle social des croyances, des pratiques magico-religieuses en Corse et en Méditerranée. Donc, ce livre s'appelle O tu malo, tu mal de oro, dire et montrer le mauvais œil en Méditerranée. Il ne s'agit pas du tout de vous faire une promotion, on n'y gagne rien du tout, hein, c'est histoire de vous en parler. Et donc il fait suite à un colloque que nous avions mené en 2021 où se sont rencontrés et ont débattu ensemble des chercheurs, mais aussi des enseignants, des artistes, des acteurs culturels, des étudiants. Et donc, on a parlé du mauvais œil, des représentations du mauvais œil, des pratiques et des figures qui y sont liées dans l'espace méditerranéen. Donc, ça a donné lieu à cette publication qui s'inscrit dans les activités de l'UMR LISA, donc ce laboratoire dans lequel nous travaillons, et particulièrement dans le projet RIM, qui est l'acronyme de représenter les identités en Méditerranée au travers de différents médias et expressions. Donc c'est un livre qui est majoritairement écrit en français mais qui est plurilingue, d'où le titre plurilingue aussi, donc qui a été écrit aussi en corse, en italien, en espagnol et en catalan, et qui mêle différentes approches et interprétations des croyances et des superstitions en Méditerranée. Alors bien entendu, parler du mauvais œil, de l'eau, des croyances magico-religieuses, ce sont des choses qui ont déjà été faites et qui suscitent beaucoup d'intérêt auprès des gens. Dès qu'on parle de l'occulte, des choses qui sont non dites, qui peuvent expliquer l'inexplicable, ça suscite l'intérêt. Donc il ne s'agit pas de faire des redites, mais de réactualiser la connaissance sur ce sujet sensible des croyances et des pratiques, qui analysent donc la place sociale des pratiques et croyances qui sont très prégnantes en Méditerranée et très actuelles en Méditerranée. Donc, on constate qu'il y a une connexion entre différentes régions de Méditerranée et finalement, chaque région de Méditerranée met en scène et en récit sa pratique du mauvais œil, son rapport au surnaturel. Et pour autant, il y a des similitudes entre chacune de ces régions, et il y a une présence forte de la croyance en le magico-religieux, qui relève finalement d'un besoin et d'un désir d'aller maîtriser son bien-être et celui de ses proches et de préserver un équilibre dans la société par finalement une connexion avec le monde surnaturel, avec l'invisible. Et cette connexion, elle se fait au moyen de rites, de rituels, comme celui de l'eau, qu'on connaît bien, de personnes, comme la signador, qui est la personne qui réalise la prière, qu'on connaît bien aussi, d'objets, l'huile sur l'eau, la bougie, donc la flamme, les amulettes, etc. Donc le but, c'est pas tant de savoir au travers de ce type de démarche si on croit ou non, si c'est vrai ou pas, si c'est bien de croire ou non, c'est pas ça, mais c'est d'observer de manière scientifique, donc de manière distanciée, comment tout ça émerge et quelle fonction a la croyance, quel rôle social a la croyance dans nos sociétés. Donc les problématiques que nous avons traitées, entre autres, c'est comment figures, rites, pratiques magico-religieuses envahissent l'espace public, comment ces pratiques et ces croyances, elles fondent notre identité, qu'elle soit singulière ou collective, comment on se les approprie, comment on les utilise, comment aussi elles sont source d'inspiration, notamment pour les artistes aujourd'hui,
Et finalement, en temps de crise qu'on a traversée, crise Covid ou crise guerre ou des crises qui nous sont plus proches, quelle est leur fonction? Voilà. Et ainsi, donc, ce livre a la particularité d'être transdisciplinaire, pluri et transdisciplinaire, donc de faire converser et débattre bien des artistes, des anthropologues, la littérature aussi, le cinéma, l'audiovisuel, pour éclairer ces questions. Voilà, donc je vous propose en fait de voir à travers l'exposition, la présentation de cet ouvrage, quel rôle social donc, ont les croyances dans la culture populaire. Alors, la Méditerranée, elle relie différents territoires qui confrontent à la fois leur histoire, leur identité, leur symbolique. Elle est vectrice millénaire d'échanges, de rapprochements, de tensions aussi, de conflits. Et les croyances magico-religieuses de Méditerranée sont construites selon des imaginaires qui sont reliés au territoire, qui sont reliés à l'appropriation, à l'anthropisation que l'on fait de ces territoires. Et en Corse, on a un vécu qui est communautaire des croyances magico-religieuses, et ce vécu nous est singulier. Les pratiques qui en découlent, comme celle qui est bien connue de l'eau, fascinent, interpellent, interrogent. Et au-delà, on voit bien qu'au-delà de cette spécificité corse, la croyance en le mauvais œil, elle existe ailleurs en Méditerranée. Donc, il y a bien un continuum méditerranéen autour du mauvais œil qui lie les peuples de Méditerranée entre eux et qui crée finalement cette culture commune. La pensée rationnelle finalement ne suffit pas pour expliquer ce qui nous arrive. Eh bien, on fait appel à la magie pour expliquer ce qui est inexpliqué justement ou ce qui est inexplicable. Et donc ça offre le moyen d'expliquer des choses, d'apaiser le vécu, d'admettre ce qui est tragique ou de supporter le malheur, la mort d'un enfant par exemple, des choses qui sont très violentes émotionnellement. Bien souvent, la pensée magique vient donner des explications là où la pensée rationnelle ne peut pas en trouver. Voilà, donc on note bien entendu qu'on est dans un monde en pleine mutation, mutation économique, écologique, technologique, culturelle aussi, politique. Et tout ça entraîne souvent des pertes de repères. Ce sont des grands bouleversements qui génèrent le besoin, voire le désir, de se tourner vers des pratiques surnaturelles pour dépasser l'angoisse de l'existence, malgré le fait que finalement on a une avancée de la science qui est galopante et qui nous permet d'expliquer beaucoup de choses. Donc à travers la démarche de ce livre, il s'agit de voir pourquoi ces pratiques magico-religieuses n'ont pas disparu, malgré finalement la baisse des croyances religieuses, malgré, comme je le disais, l'avancée de la science. On se rend compte qu'au contraire, c'est très prégnant dans la société corse, dans les sociétés méditerranéennes, et que ça vient même renforcer le religieux, et ça ne vient pas s'opposer à la pensée scientifique, donc ça vient s'équilibrer. C'est aussi, on se rend compte aussi que c'est une source d'inspiration pour les artistes, Hélène aussi, hein. C'est une source d'inspiration pour les artistes, pour les gens en général d'ailleurs, hein. Et on a tendance finalement à opposer science et croyance, et là on se rend compte que c'est dépassé par les artistes, par la danse, le chant, la littérature, la poésie, la création, notamment la création de bijoux. Vous voyez, moi j'ai ma corne d'abondance, j'ai mon corail. Même si on ne croit pas, on porte des objets, ce qui veut dire que finalement le magique est partout, que ce soit conscient ou non. Ça nous englobe, ça nous entoure. Voilà. Alors, on est à l'ère du digital, on est à l'ère, une époque où on est dans une société de l'exposition. Et on se rend compte qu'il y a une recrudescence des rituels magiques qui permet de dire finalement ce qui est parfois passé sous silence, qui est protégé par le secret, ce qui est occulte. Et donc, en situation de perte de repères, on a recours donc à cette pensée magique pour expliquer les phénomènes, et face à l'individualisme
de notre société, eh bien, le rite crée du lien social. C'est d'ailleurs la fonction du rite en général. Voilà, alors la pensée, la magie en général, c'est une force populaire qui a été souvent crainte et marginalisée, qui a été réprimée par le pouvoir religieux, politique, je pense à l'Inquisition, à la chasse aux sorcières, parce qu'elle faisait de l'ombre, la magie faisait de l'ombre au pouvoir institué. Et comme je vous le disais, pourtant, malgré le fait qu'elle ait été toujours réprimée, elle est présente encore aujourd'hui parmi nous au quotidien. Quand on fait tomber le sel, qu'on le met derrière, lorsqu'on fait les cornes à l'enfant, etc. Ça participe d'une pensée magique. Et d'ailleurs, il y a même des sociétés qui vivent, ou du moins qui vivaient, toujours selon une pensée magique. Je pense à la population qu'a étudié Malinowski, les Trobriand, dans les Argonautes du Pacifique, ils présentent vraiment une société qui est régie par le magique. Alors, c'est loin de nous, ce n'est pas la Méditerranée. En Méditerranée, nous, ça n'est pas le cas parce que finalement, on hérite de la pensée rationnelle qui est allée contre l'obscurantisme, vers le scepticisme, hein, dans le sillage des Lumières. Il n'empêche que, à côté de la pensée rationnelle, il existe des actions qui sont régies par la pensée magique. Voilà. Donc finalement, la société a trouvé des moyens de dépasser l'opposition science-croyance et a fait émerger des ressources créatives que ce livre met en relief. Encore une fois, je ne fais pas la promo du livre, je vous explique. Hein. Donc ce livre, s'il vous intéresse ou même si vous l'avez à la maison mais qu'il est resté dans la bibliothèque, il se présente en 3 chapitres. Je vais vous exposer très rapidement, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Donc dans une première partie, donc il y a un premier chapitre en 2 parties en fait. La première partie, elle traite de l'eau et de la magie en Méditerranée à travers l'étude des rites, des pratiques, des représentations, des lieux, des figures, des objets apotropaïques et autres. Une deuxième partie fait un état de la connaissance, voilà où on en est aujourd'hui, donc réactualise la connaissance à ce sujet et met beaucoup en avance l'influence du contexte historique, sociologique, politique, aussi l'influence des pouvoirs, hein, justement je disais politique, religieux, et comment tout ça a amené une évolution des pratiques et des croyances. Il faut noter que dès le 15e siècle, du 15e siècle au 18e siècle, la magie populaire est très combattue. Hein, je vous parlais tout à l'heure de la chasse aux sorcières, etc. Très combattue, diabolisée par le pouvoir en place. Donc, ça rejoint ce qu'on évoquait, hein, l'Inquisition, la chasse aux sorcières, etc. Deuxième partie, ça y présente la magie, le magico-religieux comme source d'inspiration. Et là, on voit au travers de ce chapitre-là comment les artistes, la production artistique s'en empare, des mises en scène audiovisuelles, spectacles, cinématographiques, même des jeux vidéo, littérature, chant, musique, etc. Finalement, la magie permet d'apaiser nos émotions. Et la coexistence avec l'inconnu nous est anxiogène. C'est en contradiction avec cette pensée dont on parlait, une appréhension du monde contemporain fondée sur la raison depuis les Lumières, la lutte contre l'obscurantisme, le scepticisme. Donc, dans la société méditerranéenne qui est très agnostique, eh bien, on se rend compte que finalement, les artistes progressent avec ce côté ambivalent, quoi. Ces 2 rapports, ce contexte ambivalent. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, que de très belles œuvres d'art ont existé, notamment à la Renaissance et encore aujourd'hui. Et un dernier chapitre, donc un 3e, pardon, qui présente des essais personnels engagés sur le mauvais œil. Et du coup, par exemple, il y a Sébastien Queneau qui a participé à cet ouvrage et qui, à partir du conte de Malkunchi de Jean-Claude Relian, évoque notamment la figure du Matsir, qui est
emblématique de la culture populaire. Donc voilà une des contributions. Donc je rappelle, le matsérisme, c'est une croyance populaire en un don de prophétie funèbre qui est accompli en rêve par un individu qui est lié à notre communauté. Donc en rêve, finalement, le corps spectral du matséru part chasser. Lorsqu'il a tué et chassé une bête, lorsqu'il a tué la bête, il la retourne, il découvre le visage de la personne qui va mourir dans l'année. Donc ça montre que la figure du matséru, elle est vraiment prégnante dans la culture populaire. Elle inspire les années du Riacuixto, notamment, on parle du roman de Jean-Claude Rollian, mais il y a aussi la chanson de Rocco Multedo, il y a Arimigna de Domenico Tognato, qui d'ailleurs est reprise cette année, la pièce de théâtre. Et puis au-delà du Riacuixto, ça inspire bien d'autres artistes et bien d'autres choses. Je pense au film de Thierry Duperret, Le jour de ma mort. La première séquence, c'est une espèce de vision qu'a un matséru, un ballet de Marie-Claude Pietragala, etc., etc. Donc beaucoup de choses et beaucoup de textes se sont réappropriés l'imaginaire du matséru, et qui est un personnage qui est inhérent à la culture populaire et qui est, semble-t-il, le matséru encore présent dans nos imaginaires, voire même sur le territoire insulaire, puisque certains disent connaître des matséru, voire être même des matséru, notamment dans la rock et l'alta rock. Alors, le matséru a cet intérêt, je vais venir aux femmes, ne t'inquiète pas. Le matséru a cet intérêt qu'il fait le lien entre le monde sensible et matériel, donc réel, matériel et sensible, et le monde suprasensible. C'est une particularité parce que c'est un homme, alors que normalement, habituellement, ce sont les femmes qui font ce lien entre monde vécu et monde imaginé, ou en tout cas suprasensible. Donc j'en viens à la femme magicienne, puisque c'est l'objet de l'exposition, et puis la femme, c'est la thématique de ce jour. La femme magicienne, la femme sorcière, elle exécute le destin. Et elle existe finalement de tout temps. On pense à Circé, à Médée. Voilà, donc chez nous, finalement, on peut dire qu'elle symbolise aussi l'opposition au pouvoir. Pendant très longtemps, le pouvoir a été celui de l'Église. Et la sorcière, symboliquement au moment du Riacuixto, a été réinvestie symboliquement, comme opposition au pouvoir, mais cette fois-ci au pouvoir politique, au pouvoir institué. Donc, notamment à l'État français, par exemple. La femme, dans les sociétés méditerranéennes, font le lien entre les vivants et les morts, comme je vous le disais, notamment au travers du rituel du Bodjer, ou on dit aussi Abadat, donc ce rituel qui n'existe plus, mais qui en tout cas permettait de faire passer le mort dans le monde de l'au-delà, et c'est souvent la femme qui appelait à la vengeance, etc. Et ça a été très réprimé par l'Église. Pourquoi ? Parce que ça donnait à la communauté et à la famille le pouvoir de faire le lien avec l'au-delà. Donc ça amoindrissait le pouvoir de l'Église. Voilà. Alors, il y a toute une galerie comme ça de personnages qui sont surnaturels, des esprits, des morts. Ben Andante, la Gramanti, Murtuladi, Asquadra d'Aroz. Alors que ceux que je viens d'évoquer maintenant, le matséru et la strega, sont en chair et en os, et on pourrait presque les rencontrer le matin en sortant de chez nous. Voilà. Voilà, donc je voudrais revenir sur cette idée que le magico-religieux est porteur d'une dimension politique, comme ça on fait une espèce de boucle entre tout là. C'est finalement un contre-pouvoir. Ces figures populaires du matséru ou de la strega sont un contre-pouvoir à la religion instituée. Et d'ailleurs, l'Église s'est beaucoup appuyée sur l'inculturation, c'est-à-dire le fait de récupérer les rituels païens et les réintroduire dans le rituel chrétien pour finalement avoir le consentement de la population, de ne pas trop avoir à gérer le conflit. Et ça a fait du coup une espèce de syncrétisme, d'assemblage, que l'on retrouve notamment dans l'Otio. Dans l'Otio, ce n'est pas du tout un rituel chrétien, et finalement il y a le signe de croix à Prégante, ou à la prière. Donc on observe vraiment au travers de l'Otio ce syncrétisme-là.
Il faut rappeler que la Corse, elle est instituée terre papale au IXe siècle, que dès le XIVe siècle, il y a un tribunal inquisitoire qui est installé à Marianne, et dans le même temps, il y a les Streg et les Johanna, qui étaient les hérétiques corses, qui étaient aussi persécutés, car ils défiaient le pouvoir religieux. Voilà, donc j'ai évoqué le Riaquishtu, donc au moment du Riaquishtu, on sait que la création a été beaucoup axée sur le chant, les cris, etc. Parce que peut-être en récupérant justement ces figures populaires dont on a parlé, peut-être certainement pour répondre à une angoisse existentielle identitaire que l'on ne pouvait pas régir par la raison, cette angoisse de perte de notre culture, d'une identité, et qu'à notre époque, finalement, on répond encore à cette angoisse qui peut-être a évolué ou pas, par une expression qui s'élargit au spectacle, à la danse, au cinéma, aux jeux vidéo, pour encore répondre aux crises actuelles. Tout ça pour montrer qu'il y a aussi des correspondances entre magie, art, production, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, je termine. En tout cas, vous n'avez pas l'air saoulé, ça va. Merci. Donc, les rites et les croyances magico-religieuses, finalement, ouvrent sur des questionnements philosophiques. Et de tout ce que j'ai dit, là, il en ressort que les Méditerranéens, que nous sommes, orientent leur comportement entre deux logiques, donc à savoir l'une magique intuitive et l'autre rationnelle et analytique. Et l'oscillation entre ces deux logiques pour traiter le réel s'équilibre et n'engendre pas de conflit finalement et de division dans les sociétés méditerranéennes. Et en effet, on voit bien qu'une personne ou même un groupe adopte l'une ou l'autre de ces logiques en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve. Par exemple, si j'ai mal à la tête, je vais aller chez le docteur, aller prendre un Doliprane, mais peut-être que je vais aller me faire signolotu aussi, même si j'y crois pas, on ne sait jamais que ça marche quand même. Donc finalement, et même un médecin, pour avoir interrogé aussi des médecins, ils disent oui, mais pourquoi tu crois? Oui, parce qu'on ne peut pas tout expliquer par la science, on ne peut pas tout expliquer. Donc au sein de la même personne, il y a cette ambivalence qui finalement est vécue de manière très régulée et finalement apaisée. Voilà. Alors, pour vous donner une ouverture en conclusion, de manière très humble, parce que je ne suis pas du tout neuroscientifique, je dirais que d'après les études neuroscientifiques, il y a deux systèmes qui agissent dans le cerveau finalement, et ça vient corroborer ce qu'on a décrit jusqu'alors. Deux systèmes qui agissent dans le cerveau pour maintenir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre interne de la personne, et afin de réguler nos actions et notre manière, et nous permettre de vivre en cohérence. Donc le premier système, il développe une pensée intuitive, magique, et que ça amène donc, du coup à la construction d'un monde surnaturel. Et il y a un second système qui agit dans notre cerveau, qui développe une pensée plus analytique, rationnelle. Et ça, donc du coup, ça amène toute notre recherche scientifique autour des phénomènes. Alors, même s'il y a une avancée galopante de la science, du savoir, et que c'est très bien, le système intuitif reste indispensable à nos vies. C'est-à-dire qu'il est impossible de vivre en passant au crible de l'analyse tous nos gestes, toutes nos positions, toutes nos postures, toutes nos situations. Voilà. Alors, vivre, ça implique de gérer son propre rapport au monde par une logique qui n'est pas nécessairement rationnelle et qui peut relever aussi de la croyance. Donc la connaissance humaine, la cognition humaine dépend donc de ces deux systèmes cérébraux, l'un intuitif et l'autre analytique. Et chacun de ces systèmes est régulé donc par ce qu'on appelle le système inhibiteur, qui permet de s'adapter, d'inhiber justement. Et l'intensité des croyances en la magie dépend de cette régulation par le système inhibiteur. Et les croyances donc participent à notre équilibre physique et mental, personnellement ou en groupe, et elles permettent une adaptation au réel quand l'explication scientifique, rationnelle ne suffit pas. Je redis parce que c'est la conclusion. C'est comme ça que tu prends bien tes notes. Et donc,
Les pertes de repères de notre monde, qui est dans l'hyper, génèrent le désir de se recentrer, de retrouver des pratiques surnaturelles pour expliquer et s'approprier le réel. Et je dirais que peut-être que à l'appropriation du monde rationnel, les Méditerranéens et peut-être l'humain en général préfèrent une appropriation, une appréhension du monde qui est plus symbolique, voilà, et magique. Et c'est pourquoi on va aller voir cette belle exposition avant la présentation de Julie. Merci. Je tiens à remercier Madame Josefa Giacometti. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle était responsable de la culture et de la formation, pour son action déterminante dans la mise en place de Fabrica Culturale et de laboratoires qui existent encore aujourd'hui et que Antonia Luciani continue à perdurer. Mais c'était important parce que ces Fabrica Culturale et ces laboratoires, ce sont des espaces véritables incubateurs de talents qui offrent aux artistes insulaires des opportunités uniques de création et d'échange. S'il est vrai que le cinéma corse a bénéficié ces dernières années d'une politique culturelle favorable, favorisant l'émergence et la diffusion des œuvres de réalisateurs tels que Thierry de Peretti, Colonna, Caroline Poggi, mais aussi Pascal Tagnati, le soutien aux arts plastiques et visuels s'avère plus complexe. Il est tentant, face à l'afflux de touristes, de céder à l'événement spectaculaire. Mais il est crucial de ne pas confondre ce divertissement superficiel avec l'art véritable. Le véritable artiste est en quête permanente. Il ne se contente pas d'imiter. Il fait preuve d'originalité et de créativité. Son art ne se limite pas à l'esthétique. Il cherche à susciter la réflexion, à interroger le monde, à toucher les âmes. Il crée des œuvres qui ont un sens profond et qui nous invitent à porter un nouveau regard sur la réalité. La Corse regorge d'artistes talentueux qui méritent d'être soutenus et reconnus dans leur démarche créative. Une politique culturelle ambitieuse devrait leur permettre de dépasser les frontières de l'île, d'exposer leurs œuvres ailleurs, dans des galeries ou dans des musées internationaux. N'ayons pas le complexe du colonisé en nous tournant uniquement vers des œuvres étrangères. Soyons conscients de notre riche patrimoine artistique et célébrons le génie créatif de nos artistes insulaires. Le décès de Jean-Paul Pancrazi, artiste remarquable survenu en mai dernier, nous rappelle l'importance de préserver et de valoriser le patrimoine artistique local. La création, par exemple, d'un fonds Pancrazi en Corse permettrait de perpétuer sa mémoire, de rendre ses œuvres accessibles au public et surtout aux jeunes générations. J'ai également une pensée pour Dominique Degli Esposito, qui a tant œuvré pour l'art en Corse. Son événement Paesi in Luce, qui se tenait ici à Nonza il y a presque 20 ans, était une véritable occasion de démocratisation de l'art, en faisant participer la population du village. Il créait un lien unique entre les artistes et le public. J'espère que parallèlement au succès du cinéma corse, les artistes visuels pourront également se développer et connaître une reconnaissance internationale. La Corse a un immense potentiel artistique à exploiter et je suis convaincue que ces artistes ont tout le talent et la détermination nécessaires pour être visibles aussi ailleurs qu'ici. Quant à l'exposition que vous allez découvrir aujourd'hui, elle explore la forme de la photographie en réinvestissant la technique de colorisation des images. Parce que je travaille en argentique, ce sont des images en noir et blanc que j'ai colorisées à la main avec des crayons aquarelles. Le texte que Jeanne Matas, c'est une historienne de l'art qui est originaire de Pietraner. Moi, je travaille avec des gens d'ici, donc qui est une jeune critique d'art. Le texte qu'elle a bien voulu écrire pour Donamag, c'est le titre de l'exposition, vous donnera de plus amples explications sur ma démarche artistique et sur les œuvres exposées. Merci.